Si j'ai commencé à faire des vidéos sur les concours de philosophie, c'est pas par intérêt particulier pour ces concours, ni parce que je suis spécialement passionné par la méthodologie de la dissertation, de l'explication de texte. En fait, ça vient d'un sentiment dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est mon impression d'un décalage persistant entre ce qui me semble à moi être les attendus du concours, en tout cas ce qui a été efficace pour moi, et ce qui est souvent présenté comme étant les attendus du concours. Et ce gap entre ce qui me semble être les règles du jeu réelles et parfois les règles du jeu qui sont données dans les prépas ou par les collègues ou entre préparationnaires, ce gap, cet écart me semble vraiment problématique parce qu'il a tendance à produire un certain nombre d'effets délétères, d'effets négatifs, et même parfois douloureux, avec des gens qui préparent les concours pendant des années, qui n'y parviennent pas vraiment, qui loupent sans vraiment comprendre pourquoi, enfin, qui parfois même abandonnent la philosophie alors qu'ils avaient une véritable appétence pour l'enseignement et des qualités en fait d'enseignants. Euh, et, L'un des motifs de cette chaîne, c'est d'offrir sur Internet, sur les réseaux, un contrepoint à un discours qui est assez dominant et qui présente les concours d'une certaine manière, et notamment qui présente les concours du CAPES et de l'agrégation comme des concours validant une érudition, une culture philosophique monstrueuse, enfin des qualités intellectuelles de très haut vol, toute une sorte de, 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 de mythologie élitiste qui me semble assez éloignée de ce qui est réellement demandé, ou en tout cas de ce qui est réellement nécessaire pour les obtenir. Et donc, je me suis dit que, alors que vous venez peut-être de vous inscrire pour le CAPES ou l'agrégation, ça pourrait être utile pour vous que je fasse une vidéo où je parle de la question du programme de travail. C'est-à-dire comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on peut préparer un concours. Et dans cette vidéo, je vais notamment m'axer à cause de la première étape dont je vais parler, je vais plutôt m'axer sur le CAPES, mais globalement ce que je dis, notamment pour les étapes suivantes, fonctionne parfaitement à mon avis pour l'agrégation aussi. Euh, La difficulté avec les concours, c'est qu'on est finalement assez seul hein, dans leur préparation et face à nos exercices de préparation. Même si vous êtes inscrit dans une prépa, ce qui passe le plus souvent, c'est qu'on va vous donner des livrets avec beaucoup de contenu, donc des livrets de révision de plusieurs pages, des colloques de plusieurs heures, euh, des conférences sur tel ou tel auteur ou telle question philosophique. Mais ces données, ce contenu en fait qu'on va vous donner et qui est censé abreuver votre travail, va paradoxalement souvent, en tout cas c'est mon impression, produire un double effet, un double contre-effet en fait. Le premier problème, c'est que ça va vous donner une impression biaisée plutôt, sur la nature du concours que vous allez passer. Et le deuxième problème, c'est qu'elle vous donne aussi une impression biaisée sur vos capacités à l'obtenir. En effet, j'ai l'impression que la prépa, enfin les prépas, euh, en mettant beaucoup l'accent sur le contenu philosophique, tombent souvent dans un piège qui est celui de croire que la réussite au concours de philosophie dépend de la maîtrise extrême d'un grand nombre de connaissances doctrinales de l'histoire de la philosophie. Et ce piège vient lui-même d'une croyance largement partagée au sujet des concours, l'idée que ces concours valideraient d'abord une érudition hein, et une connaissance technique de l'histoire de la philosophie. Cette croyance conduit à deux écueils qui me semblent vraiment problématiques dans votre préparation. D'abord, vous avez le sentiment que préparer le concours signifie enregistrer une foule de connaissances sur l'histoire de la philosophie, avoir une maîtrise très fine des subtilités doctrinales de tel ou tel auteur, des points de détail, des changements internes aux théories au cours de l'histoire, enfin, voire des enjeux de traduction, enfin, bref, des choses comme ça. Et ensuite, vous avez l'impression que vos connaissances actuelles sont infiniment moindres que celles qui seraient nécessaires pour avoir le concours.
Et les conséquences sur votre préparation vont être alors vraiment problématiques. D'abord, vous allez vous mettre souvent à ficher des livres, des manuels, à tenter de lire des œuvres intégrales, avaler en fait un maximum de savoir. Or, cette quantité astronomique de connaissances ne sera finalement que très peu utilisable le jour J, et vous allez donc perdre énormément d'énergie dans des efforts inutiles. En tout cas, si on considère ici que l'objectif c'est d'avoir les concours de philosophie. Vous allez aussi, c'est un deuxième effet qui me semble très largement partagé, vous allez vous dégoûter de la philosophie en étant toujours confronté à l'insuffisance de votre préparation, parce que par rapport à des jurys hyper spécialistes, hein, même une préparation intensive pourra toujours paraître insuffisante. Ils pourront toujours vous faire remarquer qu'à telle page d'un bouquin, d'un traité, euh, voilà, d'une thèse, il y avait un élément pertinent pour votre réflexion que malheureusement vous n'aviez pas. Et donc vous avez toujours le sentiment, vous aurez toujours le sentiment d'être moins savant. C'est presque en plus une condition, c'est presque consubstantiel au fait de faire de la philosophie, d'avoir l'impression d'être moins savant. Et donc ça écœure au bout d'un moment, ça dégoûte parce que l'effort que vous déployez parfois depuis des années, ben, vous le trouvez infructueux et puis vous avez l'impression que finalement votre savoir ne va nulle part. Et puis le dernier point, c'est que la concentration de vos efforts sur des tâches inutiles ou moins utiles va vous faire perdre de vue les objectifs réels d'une préparation au concours et peut-être un certain nombre d'exercices réellement pertinents que vous auriez pu mettre en place et que du coup vous n'allez pas faire. Bref, tout ça pour dire que dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est un plan de travail qui est à la fois réaliste et efficace pour les mois qui précèdent le concours. Alors, il est réaliste parce que je l'ai réalisé, et il est efficace parce que j'ai eu le concours avec. Donc, ça va pas au-delà de ça. Je prétends pas ici vous faire une sorte de plan de travail vrai de toute éternité. Ce que je vais vous donner, c'est ma manière à moi de travailler, euh, la manière que j'ai de présenter le travail pour les gens que j'accompagne aussi. Euh, En gros, ce qui me semble être pertinent à faire si vous voulez réellement envisager une préparation efficace. Qu'est-ce que c'est une préparation efficace? Ben, c'est une préparation qui évite les écueils dont je viens de parler et qui réussit à maximiser, je sais pas comment on pourrait dire, l'écart entre l'effort que vous déployez et l'efficacité de ces efforts. Il y a toujours évidemment un écart, hein. On va déployer plus d'efforts que ce qui est nécessaire, mais il faut essayer de le diminuer. Donc je propose ici quelque chose. À mon avis, ça fonctionne, en tout cas souvent mieux, à mon avis, que avaler des fiches à longueur de journée. Et donc, j'espère que ça peut vous aider. Je vais me concentrer principalement sur le CAPES pour la première étape dont je vais vous parler. Donc voilà ce que vous allez faire. La première chose que vous allez faire, c'est vous intéresser au programme d'abord. Et dans le cas du CAPES, on a donc, si je me trompe, 17 notions, qui sont les 17 notions du programme de terminale, plus les 4 axes du programme de première et de terminale HLP. L'erreur qui est souvent faite ici, à mon avis, et qui est en fait presque une erreur initiale fondamentale, c'est que vous allez vouloir établir un programme exhaustif de révision des 17 notions avant d'avoir cartographié les connaissances que vous avez déjà et fait un repérage problématique autour de ces notions. Et en fait, une telle erreur est assez terrible. En vérité, parce qu'elle va déterminer beaucoup de choses pour la suite, parce que elle vous fait perdre de vue que pour la plupart d'entre vous, vous partez déjà avec un certain bagage philosophique qui n'est pas du tout ridicule par rapport à ce qu'on vous demande au CAPES, contrairement à ce que vous avez l'impression. Même quand vous sortez de licence ou de master, votre bagage philosophique n'est pas nul, il n'est pas équivalent à zéro.
Et surtout, l'absence de repérage problématique dont on va parler vous pousse à un éparpillement dans l'apprentissage complètement délétère, souvent relativement inutile. Enfin, vous allez déployer beaucoup d'efforts et pédaler un peu dans la semoule, quoi, en quelque sorte. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est une cartographie des choses à apprendre. Parce que sans cartographie des choses à apprendre, vous allez ni plus ni moins que vous lancer dans la révision, voire l'apprentissage de l'ensemble des doctrines et des concepts de l'histoire de la philo. Les notions en programme, en fait, au CAPES, sont tellement larges qu'elles couvrent littéralement tous les sujets possibles en philosophie. Donc c'est presque absurde d'avoir un programme, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se concentrer de manière trop excessive sur ces notions, hein, même si c'est un peu à partir de là qu'on va partir, mais il ne faut pas non plus en faire une sorte de mythe, hein, parce qu'en fait c'est tout simplement toute la philosophie qu'on vous demande de connaître. Donc ça n'a pas de sens. La cartographie que je vous propose de faire permet d'identifier les points aveugles de votre culture philosophique, donc les endroits où ça sera vraiment nécessaire d'apprendre des choses nouvelles, tout en limitant l'apprentissage, c'est-à-dire en mettant une borne à cet apprentissage, et ça va vous permettre donc d'orienter vos révisions, donc ne pas réviser tout, d'orienter, et de construire par ailleurs un plan de travail cohérent, réaliste et ultra pratique pour les concours. Ultra pratique au sens où le but c'est que vous mettiez en place des choses qui sont immédiatement ou presque immédiatement utilisables le jour J. Alors, voilà ce que vous pouvez faire. Voilà ce que je conseille en tout cas. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je le fais ici parce que peut-être que je vais mieux en parler déjà. Et puis au moins ça sera dit et redit. Vous allez prendre notion par notion, ou alors par couple de notions, par exemple en associant justice et état. Vous allez faire une cartographie des problèmes, des concepts, des doctrines, et si possible, là je ne vais pas le montrer, mais des exemples que vous avez. Alors, pour pouvoir comprendre ma méthode, j'ai pris l'exemple de la religion. Donc avec la notion de religion, ce que vous allez faire d'abord, c'est prendre un champ problématique. Donc vous allez faire ce que moi j'appelle un premier cercle. Ce premier cercle, c'est le repérage des grandes questions qui gravitent autour de la notion. Alors il n'est pas important d'être parfaitement exhaustif, mais de couvrir une région assez large et fondamentale. D'ailleurs, c'est un endroit où vous pouvez très bien vous aider d'une IA, hein. Enfin là, pour le coup, il n'y a pas d'enjeu, hein. Le but, c'est de faire un repérage cartographique. Donc si vous avez du mal, vous n'avez pas peur, peur de ne pas être exhaustif, demandez à une IA quels sont, selon elle, les grands champs problématiques qui gravitent autour de la notion de religion, en limitant le nombre, quoi. L'idée, c'est voilà, de couvrir les problèmes. Donc, je vous donne un exemple ici avec la religion. Je suis peut-être pas exhaustif, mais peu importe. Autour de la notion de la religion, on va pouvoir penser, par exemple, à un champ problématique. Ça pourrait être toutes les questions qui concernent la nature du fait religieux, tout ce qui concerne l'ontologie de la religion. Bon. Un autre champ, ça pourrait être les questions qui concernent l'expérience de la foi. Un autre encore, les questions qui concernent la tension entre religion, raison et vérité. Les liens entre métaphysique et religion, les liens entre politique et religion, les liens entre morale et religion, les liens entre religion et liberté, etc. Une fois que vous avez fait ce repérage du champ problématique, vous allez faire un repérage des concepts et des distinctions conceptuelles. Vous allez repérer les grands concepts qui sont associés selon vous à la notion de religion et les grandes distinctions ou oppositions conceptuelles gravitant autour de la notion. Là encore, pas de pression. Il ne s'agit pas d'être exhaustif, il s'agit d'avoir une boîte à outils minimale, utile pour problématiser, pour argumenter, pour faire des subtilités théoriques, etc., qui vont souvent, dans le cadre notamment de dissertation, se structurer, se fonder sur des évolutions conceptuelles ou des dialogues définitionnels. Exemple pour la religion, la distinction entre croyance, savoir et foi. La distinction entre Dieu, les dieux et démiurge. La distinction entre religion et spiritualité. La distinction entre sacré, culte, rite. Le concept de dogme, le concept d'exégèse, la notion de théologie rationnelle,
la notion de fidéisme, la doctrine du fidéisme, je ne sais pas comment on pourrait dire, la notion de vérité révélée, la notion d'église, le concept de sécularisation, de miracle, voilà. Donc un corpus, un lexique. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez penser, troisième cercle, aux références qui vous sont immédiatement accessibles. Pas forcément ultra claires. Vous n'êtes pas obligé que ce soit des références, vous êtes capable, direct de les expliquer ou les expliciter comme si vous étiez devant une classe de termes, mais au moins immédiatement accessible à votre esprit, vous y pensez, quoi. Vous dites, il doit y avoir ça. Par exemple, si je pense à la religion, alors évidemment, moi j'en ai pas mal parce que je suis enseignant, donc en fait c'est facile, c'est plus facile quand on enseigne. Mais peu importe le nombre, vous pouvez en avoir 3, 2, voilà. Moi j'ai dans la tête, qui me vient comme ça sans réfléchir, enfin assez vite, Marx et la réflexion autour de la religion comme opium du peuple. Kierkegaard et la notion de saut dans la foi, tout ce qu'il dit autour de l'acte de foi comme acte libre. Le pari de Pascal. Kant avec ses postulats de la raison pratique et sa critique de la métaphysique. Nietzsche et sa critique de la morale chrétienne. Saint-Augustin et tout ce qui va penser autour de la foi et la question de l'exégèse. Ça c'est par exemple un point où je suis pas assez calé, mais j'y pense, quoi. Averroès et son approche de l'exégèse là aussi. Anselme et ses preuves de l'existence de Dieu. Durkheim et la sociologie de la religion. Voilà. Et puis je ne fais pas le dernier cercle, vous pouvez l'ajouter si jamais. Vous pouvez faire la même opération pour les exemples qui vous viendraient à l'esprit ou que vous trouvez pertinents par rapport à la question de la religion. Ok, et maintenant que vous avez ça, vous allez tenter de rationaliser votre travail. Ma théorie, c'est que pour la plupart des gens, le contenu n'est pas un problème quand on passe le concours. C'est-à-dire que, en fait, la plupart du temps, les gens ont assez de références dans leur tête le jour J. Le problème vient plutôt du manque de plasticité de nos références. C'est-à-dire que la plupart des gens ont largement fait assez de travail doctrinal ou d'apprentissage des connaissances, à mon avis même trop en vérité. Et ce qui n'a pas été assez fait, c'est la manière d'articuler ce corpus de connaissances parfois trop énorme à des problèmes. Et donc l'idée de cette stratégie de révision que je vous propose, c'est de limiter le contenu que vous avez dans la tête, mais de le rendre très plastique en vous habituant à l'articuler tout le temps à des problèmes. Donc avant de vouloir réviser plus, c'est-à-dire avant de vouloir combler les éventuels trous, il faut d'abord repérer s'il y a vraiment des trous, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de références autour d'une notion. Si on a peu de références autour de cette notion, mais que les références qu'on a, on est capable de les utiliser dans plein de champs problématiques, il n'est pas nécessaire d'en trouver 10 000 de plus. On ne fait pas des dissertations à partir de références. Les références viennent éclairer un propos. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réfléchir à comment vous êtes capable de lier vos références, vos concepts et vos champs problématiques que vous avez repérés. À chaque fois, vous allez essayer de justifier minimalement pour voir comment vous reliez le champ problématique à la référence. Alors, je m'explique. Par exemple, si je prends le champ problématique, les questions qui concernent la tension entre religion, raison et vérité. Je me dis que si j'avais des questions gravitant autour de ce problème, j'aurais dans mes références qui me viennent comme ça à l'esprit, Kant et les postulats de la raison pratique, VS sa critique de la métaphysique, peut-être Anselme et les preuves de l'existence de Dieu, et Pascal et son pareil. Bon, en vrai, il y en aurait d'autres dans les références que j'ai données, mais voilà, j'en ai 3 qui me viennent. Et je vais justifier à chaque fois, minimalement. Donc j'écris, ou je prends des notes à ce moment-là. C'est pas forcément nécessaire de toujours tout rédiger à cet endroit-là. Je pense que c'est très important de le faire ailleurs, mais je justifie. Donc par exemple, je me dis, bon, comment je pourrais utiliser Kant? Bon, je pourrais utiliser Kant pour montrer que la vérité religieuse ne peut pas être une vérité théorique, car elle excède les limites de notre connaissance possible. Et je pourrais aussi l'utiliser pour montrer que c'est dans le champ pratique que la question de la religion est intéressante, puisqu'elle est conforme, on réfléchit à sa conformité à la loi morale universelle. Bon. Je pourrais utiliser Anselme pour réfléchir aux tentatives de prouver l'existence de Dieu et aux liens que cette tentative révèle
entre vérité et religion, par exemple, avec notamment le problème de la preuve, etc. Et à chaque fois, j'essaie de réfléchir juste à, ok, imaginons que je n'ai que ces références-là, et je dois traiter d'un sujet qui gravite autour de ce sujet-là, comment je le traite? Et j'essaie d'y réfléchir. Et vous allez faire le repérage de notions que vous pourriez utiliser autour de ce champ problématique, de concepts, hein, je veux dire, et lier ces notions au problème en question. Donc là, voilà, vous allez voir, est-ce que je peux utiliser, je regarde, hein, par rapport à cette question du lien entre raison et tout ça, la théologie rationnelle, comment ce terme, ce concept, cette notion-là, elle pourrait être utilisée dans le cadre d'une argumentation, la notion d'exégèse, peu importe. Vous prenez quel concept et vous voyez, est-ce que ça me serait utile? Et comment? Donc il faut que ça soit très incarné autour de problèmes. Euh, donc vous faites ce repérage et l'idée, c'est que vous allez travailler en liant toutes les connaissances que vous avez, que ce soit en termes de doctrine ou en termes de concept, à des problèmes. En fait, l'erreur, c'est qu'il faut toujours lier votre travail de préparation à l'aspect problématique de la philosophie. Euh, c'est essentiel en fait pour que toutes les connaissances que vous allez soit avoir de base, soit rajouter. Si jamais vous voyez par exemple que sur tel champ ou tel champ problématique, vraiment, les références que vous avez ne sont pas suffisantes. Vous allez apprendre des choses, mais vous allez les apprendre en ayant à l'esprit qu'elles doivent répondre à un problème ou à des champs problématiques. Et donc vous allez les apprendre en ayant une perspective qui va permettre de de délimiter la connaissance et ce que vous devez apprendre. C'est-à-dire vous n'allez pas apprendre une technicité folle, vous en moquez. Vous allez apprendre ça comme si vous deviez le transmettre dans un cours de terminale. Donc pas les subtilités théoriques infinies, mais pourquoi ce truc-là, cet auteur, cet aspect-là des choses, ce concept permet de répondre ou de résoudre, voire d'amplifier, mais en tout cas de traiter un problème. Bon, ça c'est un des aspects du truc. Mais évidemment, cette première étape donc de topographie des connaissances ne sert pas seulement de guide pour le travail problématique, mais va vous permettre d'orienter en fait votre travail d'apprentissage. Donc, ça va vous permettre de vous guider en quelque sorte, de vous donner une trame dans votre travail de préparation, Euh, avec une règle. Donc, je répète, je viens de la donner, mais je la répète pour qu'elle soit claire. Vous ne vous lancez jamais dans l'apprentissage de contenu philosophique qui ne répond pas directement à un vide. Voilà. Il ne faut jamais apprendre quelque chose qui ne répond pas directement à un vide dans ces champs problématiques. Rien ne doit être appris si ça n'aide pas la production ou la résolution d'un problème. Alors, on pourrait estimer que c'est une règle stricte. Même en appliquant cette règle stricte, le travail peut être assez grand. En vérité, il y aurait d'autres règles à mettre pour qu'on soit parfaitement tel que moi, en tout cas, je l'avais envisagé, c'est-à-dire pour limiter vraiment le travail. Mais déjà, on peut se dire ça. Euh, c'est difficile d'estimer justement le nombre de doctrines nécessaires, mais je dirais que si par notion vous avez 4 ou 5 doctrines philosophiques que vous êtes capable d'expliciter bien et qui sont plastiques, c'est-à-dire que vous êtes capable de mobiliser dans plusieurs champs, vous êtes déjà très bien, vraiment très très bien. Parce qu'en fait, évidemment, là on le fait notion par notion, mais toutes ces notions se chevauchent. Donc en fait, si vous avez même quatre doctrines autour de la notion de religion, en fait, les sujets philosophiques qu'on va vous proposer vont souvent croiser des notions ou impliquer des croisements. Et donc, vous en avez bien plus, en vérité. Euh, la règle sur les points doctrinaux que vous notez, c'est qu'ils doivent être locaux et explicables assez vite. Donc, c'est inutile de vous lancer dans des subtilités théoriques de spécialistes que, de toute façon, vous ne pourrez pas utiliser le jour J. Je me rappelle de conférences que j'avais eues dans ma prépa à Greg, intéressantes par ailleurs, mais tellement spécialisées, tellement techniques. Notamment, je me souviens d'une sur Hegel, tellement sophistiquée qu'elle était pratiquement inutilisable pour des gens qui préparaient la Greg interne, parce que même dans une dissertation de 7 heures, parvenir à expliquer des subtilités théoriques sur Hegel,
nécessite un travail d'écriture en amont, c'est-à-dire il faut évidemment que ça soit didactique, votre copie, qui était tellement grand qu'il aurait fallu faire une copie entièrement sur Hegel pour finalement parvenir à la subtilité théorique en question. Et donc c'est complètement inopérant parce que vous serez sanctionné si vous faites une copie entièrement sur Hegel, évidemment, parce que ça sera sans doute, d'un point de vue méthodologique, très problématique. Donc, voilà la première étape que je vous conseille pour ce début de travail, avant de vous lancer dans voilà, la lecture de bouquins ou je ne sais quoi. Faites ce premier repérage sur quelques notions, cette topographie, pour pouvoir avoir un guide. Voilà, un guide, une sorte de canevas, oui, de véhicule, je sais pas comment on pourrait dire ça, de ligne, pour pouvoir vous dire, ok, c'est ça qu'il faut que je travaille, et voilà ma règle. J'ai ces problèmes, il faut que j'ai ces problèmes, j'ai un manque pour les traiter, je vais apprendre des choses pour les traiter. Pas plus. Pas plus. Bon, et une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est le travail d'écriture. Alors, bizarrement, beaucoup de gens négligent le travail d'écriture que suppose une préparation optimale au concours. Euh, Quand je réfléchis à ma manière de passer les concours et au fait que ça s'est bien passé, je crois que l'une des choses qui m'a fait avoir les concours avec assez de facilité, entre guillemets, c'est que j'ai pas arrêté d'écrire toute ma vie. Moi, mon activité dans la vie, c'est d'écrire. J'écris tout le temps, quoi. Mais pas de la philo, hein. J'écris de la poésie, enfin des trucs, quoi. L'activité d'écriture, c'est l'un des points névralgiques de la préparation au concours, puisque vous pouvez avoir des quantités astronomiques de connaissances éclatées, ce qui va les unifier, les sédimenter, les solidifier, ce qui va les rendre pertinentes, ce qui va les potentialiser, c'est-à-dire faire que vous pouvez avoir un contenu, une, une quantité moindre, mais une qualité supérieure par rapport à d'autres, c'est l'écriture. Et tout se passe paradoxalement comme si la prépa consistait essentiellement, alors pas exclusivement, mais essentiellement, à avaler le plus de contenu possible et accumuler des dissertations et des explications de texte qui sont censées être une sorte de manifestation de cette accumulation. Et je crois que c'est vraiment pas fonctionnel. Voilà, mon intuition, c'est que c'est pas du tout fonctionnel de faire comme ça. Dans votre travail de prépa, dans votre programme de révision, une place importante doit être accordée, je crois, au travail d'écriture, qui est en fait un travail de clarification et d'efficacité dans l'écriture de vos idées. Parce que même les leçons orales sont finalement le résultat d'un travail d'écriture. Pour organiser ce travail, je vous propose plusieurs exercices qui sont valables pour le coup pour le CAPES comme pour la GREG et qui se distinguent de la simple rédaction in extenso de dissertation ou d'explication de texte dont je vais parler après. Un premier exercice qui est très efficace, très simple et qui devrait être évident, c'est que toutes les nouvelles doctrines, toutes les nouvelles définitions, bref, toute session de travail qui implique que vous avez appris de nouvelles choses, doit faire l'objet d'un moment d'écriture. Ce que je veux dire, c'est que si vous faites des fiches, hein, vraiment le format fiche Bristol avec des petites notes, c'est bien, mais ça ne sert à rien. Je sais pas comment dire. Vous savez que en fait, c'est pas forcément très utile. Ce qui fait que ça va être utile, c'est que vous allez les utiliser quelque part. Donc il faut les écrire. Il faut écrire quelque part ça, dans un paragraphe, dans une réflexion. Donc vous avez fait votre révision, vous avez appris des trucs, et ben vous allez passer 10 minutes, un quart d'heure à écrire des phrases sur ce que vous avez appris, lu, enfin, comme si vous deviez les expliquer. Vous pouvez aussi le faire à l'oral en vérité, hein, c'est aussi quelque chose qui marche trop bien. Mais il faut que vous articuliez votre travail de révision sur un travail d'écriture quotidien, récurrent. Il faut que vous vous habituiez en fait à dire clairement les idées. On pourrait presque dire que il est inutile d'apprendre des choses si vous n'êtes pas capable de les expliquer clairement à l'écrit. Et je vais même aller plus loin. Euh, Vous pouvez limiter l'apprentissage des connaissances, puisque plus vous produisez des énoncés clairs quand vous expliquez vos idées et les doctrines que vous connaissez par exemple, moins on remarquera que vous connaissez
moins de choses que votre voisin. En fait, on ne le verra pas. C'est quelque chose que je répète souvent. Si vous expliquez extrêmement bien une doctrine, dans une disserte, dans une leçon, vous êtes très clair, très limpide. C'est pas forcément très compliqué ce que vous dites, mais juste c'est très clair, très limpide, très voilà. Parce que vous avez travaillé cet énoncé, cette dimension rhétorique. La personne qui vous lit ou vous écoute ne se dit pas que vous ne connaissez que ça, et que donc vous êtes un fumiste ou un imposteur, que vous n'avez pas le niveau. Elle préjuge que si vous êtes capable de parler aussi bien de Kierkegaard, de Leibniz, de Descartes qui vous voulez, c'est que vous devez connaître très bien plein d'autres trucs. Et donc, ce travail d'écriture, c'est un travail vraiment extrêmement important parce que c'est là où se joue en fait, à mon avis, une grande partie de la réussite au concours, indépendamment d'une connaissance universitaire et aberrante en fait de l'histoire de la philosophie. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous appreniez la distinction entre temps, mathématiques et durée chez Bergson, et que vous appreniez dans la même session de révision sur les doctrines du temps, par exemple, la définition du temps comme forme a priori chez Kant. Dans la mesure du possible, vous écrivez quelque part un paragraphe qui insère ces apprentissages dans une langue claire et compréhensible. Euh, pour le dire autrement, vous allez essayer, par exemple, de faire une réflexion problématique sur ça. Qu'est-ce que ça suppose, ces deux visions du temps? Est-ce qu'elles ont quelque chose de lié, etc. Et vous tentez quelque chose, peu importe. L'idée, c'est de produire une écriture qui soit euh, articulée. Donc pas des fiches, pas seulement des fiches. Je crois assez peu aux fiches. Personnellement, pour la grecque notamment, je n'ai fait aucune fiche. Donc après, si ça vous rassure, si vous trouvez que c'est efficace, faites-le. Là, je dis pas je donne pas d'interdit, j'ouvre des pistes, j'espère. Un deuxième exercice d'écriture, c'est d'écrire des problématisations rapides. Un peu sous la forme de ce que je fais sur ma chaîne avec les chrono-problématisations, les problématisations rapides disponibles il y a une playlist sur la chaîne si ça vous intéresse. À partir du repérage problématique de votre cartographie des notions, vous allez rédiger, moi je le faisais sur Word pour aller plus vite, hein, des problématisations rapides, des réflexions informelles, c'est-à-dire au sens où elles vont pas suivre une forme académique, une forme universitaire, une méthodologie de la disserte par exemple, hein, où vous allez par exemple confronter une idée A et une idée B. Par exemple, un paragraphe où vous allez confronter l'approche de la théologie rationnelle avec l'approche fidéiste. Et cet exercice, il est particulièrement intéressant si vous tentez des problématisations sans aucune référence. L'un des problèmes aussi, c'est que ce travail d'écriture, notamment quand vous le faites in extenso dans les dissertes, vous l'articulez toujours en fait à la doctrine. Et du coup, vous allez être habitué à articuler une pensée à la doctrine, et c'est pour ça que vous avez le sentiment qu'il faut que vous ayez un corpus monstrueux de doctrine, parce que vous avez l'impression que si vous n'avez pas de doctrine, il n'y a plus de pensée. Donc il faut s'habituer à écrire des réflexions sans l'articuler à des doctrines. Mais évidemment que les doctrines planent, évidemment que on écrit depuis une histoire. Voilà, je ne crois pas que j'invente quelque chose quand je réfléchis. Mais j'ai pas besoin de citer tout le temps quelqu'un pour penser. Et donc il faut s'habituer à faire ça, à produire des problématisations, à les écrire en ne les articulant pas toujours sur une opposition d'auteur ou de doctrine ou de concept. Enfin, de concepts plus, mais de concepts historiques, on va dire, pas forcément. C'est pas grave que vous parliez pas du conatus de Spinoza dans un truc, quoi. Vous pouvez juste parler du vouloir vivre, ou j'en sais rien, avec vos mots, quoi. Un troisième exercice d'écriture, et qui moi me tient particulièrement à cœur, c'est l'écriture de transition. La transition, vous le savez si vous suivez ma chaîne, ça pourrait presque devenir une sorte de mème, hein, c'est un élément essentiel pour moi dans la disserte. Moi, je suis un fou des transitions sous-exploité, on n'en parle pas assez en fait. Alors qu'en fait, c'est l'un des points les plus essentiels d'une dissertation, d'une explication texte, de n'importe quel propos philosophique cohérent, intelligible et qu'on aime écouter. Qu'on aime écouter. Euh, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez imaginer une thèse A dans une disserte et vous allez rédiger la transition qui justifierait le passage de cette thèse A à une thèse B. Donc la thèse A, vous la justifiez pas, en plus vous avez le titre, quoi.
Comment vous allez faire? Vous allez suivre un canevas très simple. Donc vous allez rédiger des transitions en faisant 3 étapes, qui sont les 3 étapes pour moi d'une transition efficace dans une disserte. Donc entre parties. Vous allez, première partie, résumer rapidement la thèse A, très rapidement. Voilà. Je sais pas, sur la question de, je sais pas, euh, peut-on fonder la morale sans religion? Voilà. Oui, nous avons imaginé que oui, on peut fonder la morale sans religion, thèse A. Vous résumez. Deuxième partie de votre transition, vous allez faire émerger un problème, une difficulté problématique que vous allez justifier. Souvent, ce qui est fait, c'est que les gens vont faire le résumé, ils vont dire, et donc, et maintenant, on pourrait se poser cette question. Ça ne marche pas. Il faut que vous fassiez apparaître un problème. Donc, il y a un problème dans cette thèse. Ah, vous essayez d'imaginer ce que pourrait être ce problème. Quel pourrait être un problème structurel à la thèse que vous venez de résumer. Et vous l'écrivez, vous essayez de le narrer, ce problème. Troisième étape, vous allez rédiger, formuler le nouveau problème qui ouvrira à la suite. Voilà. Ça, c'est un exercice d'écriture ultra efficace parce qu'en fait, ça vous habitue à articuler logiquement des idées qui vont être des grandes parties et les plans se justifient par les transitions. C'est-à-dire, l'inquiétude qu'ont parfois les gens, c'est est-ce que mon plan est bon? Est-ce qu'il est rigoureux? Un correcteur ne voit pas si un plan est bon, en fait, en vérité. Quand vous êtes lecteur d'un bouquin, la cohérence des idées est très difficile à suivre. Ce qui fait que vous la suivez, c'est que l'auteur vous l'explicite. Et donc, si vous explicitez une cohérence dans votre transition, si cette cohérence elle est vraiment claire, eh ben votre plan devient le meilleur. Voilà. Peu importe qu'il y ait un autre plan possible. Votre plan devient, en tout cas, celui dans lequel moi, en tant que lecteur, je suis pris. Quand je lis un bon livre, je ne me dis pas, ah, avec le même scénar, on aurait pu faire un autre livre. Je lis le meilleur livre possible. Parce que les articulations logiques, la fiction narrative, la narration, voilà, elle est bonne. Donc vous devez vous exercer à ça. Quatrième exercice d'écriture, vous allez écrire à partir de vos copies. Et si vous êtes en prépa, vous allez écrire à partir des corrections de vos copies, des annotations qu'on vous a faites. Les copies, on a un rapport scolaire à la copie. Scolaire au sens où on a le rapport problématique à la copie qu'on nous a instillé depuis toujours à l'école. Quand on est enseignant, je me débat moi-même avec ça et j'ai pas de piste, hein, d'ailleurs. Je ne le fais que pour continuer un petit peu malheureusement ce problème-là. C'est quoi le rapport scolaire? C'est un rapport passif. On écrit sa copie, on la donne, quelqu'un écrit sur notre copie, nous donne une note, on reçoit la copie et basta. Ça n'a pratiquement aucun intérêt. Parce que l'exercice de la notation ne vaut, en prépa, que s'il vous pousse à réfléchir à vos erreurs et à les reprendre. Sinon, ça ne fait que détruire votre morale et vous donner l'impression que vous n'avancez pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre vos copies et vous allez vous placer vous-même en position de correcteur devant analyser et donner des conseils à la personne que vous êtes en train de lire, donc vous-même. Vous allez rédiger ces commentaires en justifiant vos remarques. Par exemple, si vous identifiez une anomalie dans votre intro, eh bien vous allez essayer de rédiger un petit corrigé ou un petit passage corrigé de cette intro. Vous allez dire voilà ce qu'il aurait fallu faire, voilà ce qui pourrait être chouette de faire. Donc voilà, exercice très utile à mon avis, que peu de gens font, mais qui me semble être cinquième exercice, et j'en termine pour ces exercices d'écriture. C'est moins d'exercice qu'une discipline, hein, qui renvoie un petit peu à ce que je disais au début. Vous allez articuler le plus possible vos lectures à de l'écriture. La lecture d'un texte est parfaitement inutile pour un concours si vous n'insérez pas ce texte dans un travail réflexif et problématique. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien de prendre Leibniz, d'ouvrir Leibniz, de lire Leibniz, s'il n'y a pas une question qui est dans votre tête et qui justifie que vous fassiez ça. Et ça ne sert pratiquement à rien tout ça, même si vous avez la question et que vous ouvrez. Si à un moment donné, vous ne posez pas le livre et que vous n'écrivez pas deux, trois notes sur la manière dont, par rapport à votre problème initial, ce que vous venez de lire éclaire ce problème. Dans le cas où vous ne faites pas ça, la lecture des textes est une manière de faire semblant de préparer le concours et de vous donner l'impression d'être dans une sorte de position qui est celle de l'étudiant ou du bon préparationnaire. Mais
c'est extrêmement peu efficace. C'est-à-dire ça déploie une énergie intense, parce qu'en fait, lire un texte de philo, c'est difficile, c'est long, ça prend du temps, pour très très peu d'efficacité. Donc voilà ce qu'on peut dire enfin, ce que je peux dire sur les exercices d'écriture. Il faut que ces exercices fassent partie prenante quotidienne, en tout cas soient liés à votre préparation hebdomadaire. Enfin, ça doit être là. Ça doit être autant, voire plus présent que la révision de doctrine. À mon avis, la révision de connaissances, si je devais faire un ratio, les exercices d'écriture, c'est 70% de la préparation. Les révisions proprement parlées, où vous apprenez des choses, c'est 30%. Si je fais le ratio, en tout cas selon moi. Voilà, donc je vous donne mon point de vue, et je pense que je suis assez convaincu d'avoir raison là-dessus. Voilà. Si vous avez des choses à dire là-dessus, à discuter, ça m'intéresse, mais je crois que j'ai raison. Je crois que c'est ce ratio-là qu'il faut avoir à peu près, quoi. J'aurais même envie d'aller plus loin, mais bon, 70-30, ça me semble bien. Pour la rédaction complète de la dissertation et de l'explication de texte, la plupart des prépas, si vous y êtes inscrit, si vous êtes inscrit dans une préparation, va vous proposer des corrections de ces exercices. Alors, une remarque importante. Elle n'engage que moi, mais elle est importante pour moi. Je trouve qu'il y a souvent un décalage entre la correction qui est proposée dans ces prépas, les annotations qui sont faites par les correcteurs en prépa et les nécessités réelles du concours. Souvent, les corrections vont mettre l'accent sur des défauts de fond. Telle doctrine sera mal exploitée, tel point aurait pu être éclairé par une autre doctrine. Globalement, je comprends le sens philosophique de ce qui est fait, mais je ne considère pas que ces remarques sont centrales la plupart du temps pour ce qui concerne la rédaction complète. Donc, ne soyez pas démoralisés par ces remarques et prenez un peu de distance si elles existent. Pourquoi? En fait, la précision doctrinale et conceptuelle doit venir d'un travail en amont. Il est bien de savoir qu'on ne connaît pas bien telle ou telle doctrine, qu'on se trompe sur telle ou telle définition. Mais en fait, souvent ces défauts-là, de maladresse doctrinale, viennent du fait que vous voulez embrasser trop de savoir. Et du coup, vous allez en maîtriser évidemment moins. Enfin, si vous voulez connaître, je sais pas, 30, 20, 10, même 10 doctrines autour de la question de la religion, ben, vous ne pouvez pas connaître très bien les 10 doctrines. C'est impossible. Et donc, moi, ma stratégie pour éviter cet aspect-là, plutôt que de déplorer, d'être triste devant les commentaires de ce style dans vos copies, c'est juste, vous allez juste vous contenter, comme je vous propose de le faire avec la cartographie des connaissances, d'un nombre relativement restreint de connaissances doctrinales. Donc, on peut penser que si vous appliquez cette technique qui était la mienne, vous allez vous en sortir de ce côté-là. C'est-à-dire, moi, quand j'ai passé la Greg, je prends souvent cet exemple parce que je trouve qu'il est éloquent. La leçon d'agrég que j'ai faite, je finis sur un auteur et sur une doctrine, donc Kierkegaard, la foi, etc., euh, que je n'avais appris que pour ça. C'est-à-dire, je ne le connaissais pas et je l'ai appris de manière locale, ultra, euh, ultra liée à la question religieuse et dans le cas voilà, dans le complément sur le lien entre religion et liberté. Ils ont pas fait de remarques doctrinales. C'était rigoureux parce que c'était local, et donc j'avais peu de chances de me tromper, et ça fonctionnait par rapport à un problème. Si vous faites ça, il n'y aura pas de souci a priori. Donc, euh, la question, c'est plutôt, quand vous faites une dissertation complète et une explication complète, il faut se reposer la question, c'est qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? Pour ceux et celles qui ont déjà été correcteurs, par exemple au bac, vous savez que ce qui compte, c'est de désennuyer celui ou celle qui vous corrige. La correction, c'est une purge. C'est un ennui mortel. La question que vous devez vous poser, la question nouvelle que vous devez vous poser, c'est donc, qu'est-ce qui fait qu'une copie n'est pas ennuyeuse? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas une purge pour la personne qui vous lit? Et on peut ici formuler quelques critères simples qui vont vous permettre de réfléchir à ce qui est vraiment utile dans la rédaction de vos dissertations entièrement rédigées ou de vos explications de texte entièrement rédigées. Premier principe qui fait qu'une copie n'est pas horrible à lire, aucune idée n'est allusive. C'est-à-dire que tout doit être clair, explicite et défini. Pas d'implicite. Deuxième principe,
aucun présupposé ne s'ignore. C'est-à-dire que tout parti pris doit être au maximum justifié. Il y a toujours en vérité des présupposés. Et toujours des présupposés qui s'ignorent. Mais il faut les cacher. Ce que je veux dire, c'est que il faut avoir le moins possible de présupposés qui s'ignorent. Et quand il y a un présupposé, quitte à ne pas le justifier, il faut en parler comme un présupposé. Pour que le lecteur connaisse la règle du jeu et qu'il n'ait pas l'impression que vous ne la connaissez pas vous-même. Troisième principe, tout doit se tenir logiquement, de manière claire. C'est-à-dire, c'est pas au correcteur de faire le boulot, c'est à vous. Donc on lit logiquement toutes les idées entre elles, et donc on se concentre moins sur les grandes parties que sur les micro-articulations entre les idées. On utilise notamment la technique du pourquoi. J'ai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, je vous la mets en description. Enfin, toutes les doctrines doivent être faciles à comprendre. Ça, c'est un point qui est si important et souvent si mal exploité. En fait, on fait à la fois simple, c'est-à-dire rien de trop technique, et limpide, compréhensible euh, par un très bon élève de terminale. C'est-à-dire, vous avez parfois l'impression que ce qu'on attend de vous, c'est une sorte de technicité extrême, de sophistication intellectuelle. Quand un très de niveau, on va dire, que si vous aviez des excellents élèves qui valent 19, 20 au bac. Mais donc vous allez faire un très bon cours de terminale. C'est ça une bonne copie. Pas plus, pas moins. Mais c'est difficile, mais c'est pas plus. Il ne s'agit pas d'être universitaire. Donc, toutes les doctrines doivent être faciles à comprendre. Ça veut dire que je ne dois pas être spécialiste Husserl pour lire votre doctrine, votre exemple doctrinal sur Husserl qui éclaire tel propos. Voilà. Si vous vous concentrez là-dessus, vous pouvez, pour la dissertation, et si vous voulez devenir fort là-dedans, vous entraîner à écrire des dissertations ou des passages de dissertation sans aucune référence pour exercer votre appareillage logique. C'est quelque chose qui est très peu fait et parfois même quand je dis que je le fais, les gens me trouvent un peu exotique. Mais en fait, c'est extrêmement important parce que c'est là où vous allez solidifier votre armature logique dans l'écriture et donc évidemment, après les renforts de la référence, vous les amenez, parce que vous savez que pour le concours, c'est bien d'avoir quelques éléments de doctrine. Et encore, je pense qu'on exagère parfois le nombre de doctrines nécessaires, mais et que vous avez une doctrine. Mais d'abord, vous avez une structure logique claire. Ok. Quatrième étape. Quatrième principe, je sais pas comment on pourrait dire. Globalement, ce que je constate souvent chez les préparationnaires, c'est un écœurement. C'est triste, mais bon, c'est un écœurement sur le travail énorme qui est produit et qui parfois produit peu de résultats ou des résultats frustrants. On passe à ça d'avoir le concours. Un écœurement lié au bachotage qui implique de ne plus faire de la philo. Un écœurement lié à l'accumulation d'une pression énorme sur les épaules, c'est-à-dire l'impression d'être écrasé par ce qu'il faut faire et ce qu'on ne pourra jamais faire, avec des programmes de travail impossibles à tenir, poussé à l'action, enfin, à la tristesse. Enfin, vraiment, c'est presque des effets psychologiques douloureux, quoi. La source de cet écœurement, il est structurel. C'est-à-dire, il est lié, il n'est pas nié, il est lié à la nature des concours. Et vous savez que ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'aime pas les concours. Mais on peut essayer de lutter contre avec quelques grands principes que vous pouvez essayer de suivre pour les mois qui viennent. Dès que vous faites quelque chose, premier principe, dès que vous faites quelque chose, apprentissage, exercice, que vous ne pouvez pas relier à une utilité directe le jour J de l'examen, donc non utilisable dans une épreuve, vous arrêtez. Voilà. Vous ne faites rien qui n'est pas utile. Ça ne veut pas dire que vous devez faire que des trucs chiants, ennuyants. Ça veut dire que quand vous apprenez un truc, euh, vous ne faites rien qui est où vous dites waouh, comment j'utilise ça, quoi. Ça ne sert à rien. Après, si vous kiffez aller plus loin, faites-le, hein. Mais là, je parle pour la logique des concours. 2. Dès que vous touchez du doigt une doctrine, un problème, quelque chose qui ne produit aucun effet
philosophique chez vous, ou bien vous arrêtez, donc vous laissez de côté, genre Heidegger, moi, du Heidegger, ou bien vous creusez le problème qui sous-tend la chose pour qu'il existe pour vous. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, ça ne servait à rien pour moi, d'apprendre des trucs sur Heidegger. Parce qu'Heidegger, ça me tombe des mains, ça m'intéresse pas. Je me moque d'Heidegger. Et donc, il y avait deux solutions pour moi. Ou bien je creusais Heidegger jusqu'à ce que je comprenne pourquoi c'est, jusqu'à ce que je sois investi d'un problème qui me lie à sa philosophie, ou bien je laisse tomber. Et ben moi je les laisse tomber, et c'est pas grave. Personne ne m'a jamais reproché de pas connaître Heidegger au CAPES ou à la Greg, parce qu'en fait les gens se sont juste dit, ils connaissent autre chose. Ils ont jamais eu même l'occasion de se rendre compte que je connaissais rien à Heidegger, et que ça m'intéressait pas. Troisième principe, dès que vous éprouvez une pression trop forte, vous arrêtez. Ça paraît débile, parce que les gens vont me dire, mais j'arrête au bout d'une semaine. Donc si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas arrêter, vous transformez l'exercice. C'est-à-dire, vous rédigez votre dissertation pour la prépa. Vous êtes dans une prépa, vous rédigez une dissertation. Vous vous ennuyez. Vous la trouvez nulle. Ok. Tentez quelque chose. C'est-à-dire, si vraiment vous avez l'impression d'être bloqué, que vous dites, ça marche pas, quoi. Tentez quelque chose philosophiquement ou formellement. C'est-à-dire, plutôt que de produire quelque chose qui vous insatisfait d'un point de vue intellectuel et qui en plus ne répond pas parfaitement aux critères formels, inventez quelque chose. Exemple. euh, Pendant la prépa à l'agrég interne, j'avais un sujet de leçon, le premier, c'est je galérais. J'avais pas assez de, j'avais des vides. Je me suis dit, bon, bah vas-y, je m'amuse, je fais une leçon sans aucune référence. Donc, j'ai fait ma leçon, et on m'a fait comme commentaire, il n'y avait pas de référence. Mais j'avais fait quelque chose. Et je crois que c'était bien. J'ai eu une note correcte pour une leçon sans aucune référence. J'avais eu 12, il me semble. Euh, j'ai tenté un truc. Et du coup, je me suis replacé dans l'exercice. C'est-à-dire, au lieu d'en sortir, je me suis dit, ben, là, j'invente quelque chose. Enfin, j'invente. J'inventais rien, mais je fais quelque chose qui me challenge un peu, qui m'intéresse. Voilà, qu'est-ce que je fais si je dois juste réfléchir comme ça? Donc, ne vous bloquez pas avec des choses qui vous mettent une pression. Hein, on vous dit, il faut absolument lire tel manuel je regarde parce que j'imagine, voilà, vous avez ça là, vous avez ça là, puis vous dites, il faut que je lise ça là. Ouais, il faut que je lise ça. Ça vous ennuie? Ne lisez pas ça. Arrêtez de le lire. Et si vous voulez vraiment le lire, ou lire des bouts, ok, donnez-vous une règle. Bon, j'ai telle question, et je papillonne au milieu de ce bouquin, et je réfléchis à telle question. Mais en gros, pas de pression inutile. Je sais que c'est un peu une sorte de poncif, mais en même temps une sorte de vœu pieux. Mais c'est quand même important de le dire dans une vidéo longue en plus, où je parle d'un plan de travail pour les concours. Sur ce dernier point, hein, je crois que en fait la chance que j'ai eue, c'est que j'ai jamais éprouvé une pression trop forte. En fait, j'ai toujours eu autre chose à faire entre guillemets, de l'écriture non philosophique notamment des discussions philosophiques avec des gens aussi, informelles. Bref, des choses qui baignaient un peu dans la philosophie, intellectuelle, quoi, en quelque sorte, mais qui n'étaient pas liées au concours. Et en fait, je pense que ça aide. Donc, quand vous avez ce sentiment d'étouffer, prenez de la distance si vous y arrivez, tout en restant, si vous pouvez, dans le bain, c'est-à-dire vous êtes fatigué par tel sujet de leçon que vous devez faire, discutez-en avec votre compagne, votre compagnon, qui n'est pas du tout dans la philo, et puis parlez-en comme ça, de manière informelle. Voilà, au lieu de le faire, de vous arracher les cheveux un soir entier avec une disserte que vous n'arrivez pas à faire. Essayez de prendre cette sorte de distance. Bon, j'en finis avec cette vidéo interminable, mais très important. La question du calendrier, puisque je parle d'un plan de travail, est-ce qu'il faut du coup un calendrier? Bon, c'est un peu un poncif de la préparation au concours. Je sais qu'il y a plein de gens qui proposent des calendriers très, très structurés, une sorte d'organisation. C'est toujours compliqué de donner des prescriptions parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de votre manière de voir les choses, de traiter le temps, en fait. Hein. Ne vous mettez pas la pression avec un calendrier. À titre personnel, j'ai jamais eu de calendrier de travail pour la Greg, par exemple. Je l'ai fait comme ça, un peu à l'arrache.
Si vous planifiez un peu vos objectifs, c'est pas mal, je pense. Par contre, donc ça, moi je le faisais, et c'est pour ça que la topographie des notions est pas mal, parce qu'elle vous force à une sorte de planification, hein. Vous savez que par exemple, ah, tel aspect, ça, j'ai quelques vides, voilà, il faudrait que je le fasse. Ça vous donne une sorte d'objectif, quoi, précis. Donc il faut avoir des objectifs assez précis, mais pas forcément de calendrier. Euh, Ensuite, je pense qu'il est important d'avoir une forme de régularité importante, mais pas une intensité excessive. Pour l'agrégation interne, avant les écrits, je pense pas avoir travaillé plus de 6 heures par semaine, et encore je suis gentil, sur les différents exercices dont je vous ai parlé. Euh, donc je le faisais de manière régulière, mais pas, enfin je dis intense. En fait, il faut être intense, mais pas extensif. C'est-à-dire, pour moi, il vaut mieux travailler 6 heures, mais extrêmement intensément. C'est-à-dire vraiment, par contre, quand je travaillais, j'étais concentré, quoi. J'étais dans mon truc et de manière un peu brute, mais je travaillais pas genre 3-4 heures par soir, quoi. Et je pense même que 6 heures par semaine, parfois ça a été moins, honnêtement. Après, j'avais le bagage du fait d'enseigner qui aide quand même pas mal. Mais bon, en tout cas, voilà. Euh, donc pas forcément un travail extrêmement extensif. Et puis, un truc qui est important, c'est peut-être d'être dans un bain philosophique. Donc ça veut dire quoi un bain? Plutôt que d'avoir des calendriers précis, c'est cool de baigner dans une réflexion philosophique. Moi, j'écoutais beaucoup de podcasts, je discutais avec ma copine, j'écrivais des choses ici et là qui n'avaient rien à voir avec la philosophie formelle, mais qui étaient un peu philosophiques. Bref, je réfléchissais en fait. J'étais dans une sorte d'activité mentale, mais libre, enfin, je sais pas comment dire, pas formellement cadrée. Et il me semble que ça m'a habitué à avoir un esprit qui avait une certaine tournure que mon enseignement déjà produisait, hein, et qui m'a aidé en fait à avoir les concours, à avoir la grecque notamment, parce que le CAPES c'était un peu différent. Je l'ai passé, mais ceci dit, je dis c'est un peu différent, mais j'étais en master recherche à ce moment-là, donc c'était un peu la même chose. Euh, Si on prend le moment où vous regardez cette vidéo, si vous êtes dans cette réflexion, on peut dire que vous pouvez répartir pour les 4 prochaines semaines l'établissement d'un programme en réalisant la topographie des notions que je vous propose. Pour aller plus vite, si ça vous semble un peu long, vous pouvez lier les notions entre elles, comme je l'avais dit, donc justice et état par exemple, il y en aurait d'autres, hein, plein d'autres qui se lient comme ça. Euh, je pense que c'est bien de se caler un minimum d'une explication de texte ou d'une dissertation par mois. Minimal, enfin au minimum, pardon, de manière extensive, avec un exercice d'autocorrection et d'auto-annotation si c'est possible, à mon avis. Et prévoir peut-être au moins 30 minutes, enfin, ou un quart d'heure d'exercice d'écriture libre, en piochant peut-être dans ceux que je vous ai proposés, mais c'est-à-dire vraiment un moment dans les transports sur de la philosophie, quoi, une idée. Vous habituez à passer à l'écrit. Voilà. Alors, quelques principes supplémentaires pour finir. Donc, toutes les lectures, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. On peut dire que toutes les lectures doivent être articulées à un usage dans une dissertation ou une explication de texte. Quand ça ne sert à rien, je ne lis pas. C'est un peu radical, mais il y a déjà beaucoup à lire en disant ça, hein. Enfin, moi, j'ai pas lu beaucoup pour la grecque, mais je sais que beaucoup de gens pourraient se dire il y a déjà beaucoup à lire. Si vous voulez lire, ce qui n'est pas forcément ma stratégie en vérité, mais tout ce qui n'est pas immédiatement utile, on ne lit pas. Tout apprentissage ou lecture doit être articulé à un problème, hein. Donc je rappelle, hein, on part d'un problème et c'est depuis le problème qu'on apprend des doctrines ou qu'on creuse un point conceptuel ou qu'on lit quelque chose, pas l'inverse, hein. On part de problèmes, on part de questions. Ça ne veut pas dire que ça n'ouvre pas d'autres problèmes, mais on part d'une énigme. Tout exercice complet doit faire l'objet d'une relecture critique ou d'un travail local de réécriture. Ça, j'ai déjà dit aussi. Euh, On parle à des gens non spécialistes de ce qu'on a appris. On parle de philosophie à ses amis, ses proches, sa famille, sa copine, etc., son copain. Si on arrive à parler clairement de quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas la philo et que c'est bien compris, ça veut dire qu'on va être capable de bien en parler le jour J. Et on conserve des activités extérieures à la philosophie. Et on limite les heures de travail. C'est-à-dire, on ne fait pas des heures et des heures de fichage et on ne se resserre pas entièrement autour de la préparation comme si on était dans un camp militaire. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. C'est une vidéo très longue. J'espère qu'elle vous sera utile. J'ai le sentiment qu'elle peut être importante. Elle résume beaucoup de choses auxquelles je crois, auxquelles il me semble
enfin que j'essaie de transmettre moi dans la préparation que j'essaie de mener avec des gens. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai encore quelques places pour suivre des gens en accompagnement personnalisé. Quelques places, pourquoi je dis ça? Parce que je me limite évidemment sur le nombre pour pouvoir accompagner de manière qualitative tout le monde. Donc mais j'ai encore quelques places. Si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer un message par mail pour avoir des informations. Mais dans tous les cas, bah, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions, des remarques ou même des problèmes sur la préparation un peu technique, enfin des trucs, des questions qui vous viennent. Ben, si j'ai des idées, je vous répondrai. Et puis si peut-être d'autres passent par là, ils vous répondront. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse. Je vais continuer à faire des vidéos sur la question des concours et du CAPES et de la grecque. Donc si jamais vous êtes dans cette prépa, ça peut vous être utile. Et puis voilà, merci d'avoir suivi cette longue vidéo et à la prochaine.